Bonjour à tous, c'est Aurélien. Comme vous vous en êtes peut-être aperçu, il y a eu du changement sur la chaîne, et je pensais à changer de nom depuis quelques temps déjà. On se retrouvera à présent sur Beach Hill, qui me représente bien globalement. La partie jeux vidéo était de plus en plus légère et j'y voyais donc plus trop d'intérêt. Il y aura encore un peu de jeu, mais ça restera épisodique, parce que la quasi-totalité des sujets que j'aborde, ce sont les séries. Je pense aborder quelques séries animées, histoire de varier un petit peu les plaisirs, mais on en reparlera dans quelques temps. Cette semaine, on se retrouve pour l'analyse des épisodes 3 et 4 de The Outsider. J'ai pris un peu de retard à cause de ces gros changements. On ne perd donc pas de temps, c'est parti pour quelques minutes ensemble, générique. Et oui, j'ai vraiment tout changé, même le générique. Donc je vous avais laissé il y a quelques temps sur ma présentation des épisodes 1 et 2 de la série avec des sujets que j'avais volontairement laissés de côté pour ne pas spoiler les nouveaux venus. Si vous êtes là, c'est que vous avez forcément vu les 2 premiers épisodes, donc je n'aurai plus de filtres et les spoilers seront au rendez-vous si vous n'êtes pas à jour. Donc dans le second épisode, le fait marquant était l'exécution publique de Terry Maitland alors qu'il allait commencer sa marche de la honte jusqu'au tribunal. La scène était très bien faite, même si on suspectait logiquement que celui qui avait l'arme à la main était Holly Peterson. Maitland ne meurt pas tout de suite, contrairement à Holly, qui prend une balle dans la tête de Ralph Henderson. Autant vous le dire, Ralph m'a impressionné dans cette scène de prendre le temps de se mettre en position de visée sans même essayer de se mettre à couvert. N'importe qui aurait plongé sur le côté avant de riposter, mais l'inspecteur Henderson est un flic de l'ancienne école, et puis aussi c'est une série, donc ça passe. Terry insiste même aux portes de la mort à répéter qu'il n'est pas le coupable, et cette dernière déclaration fait bien réfléchir Henderson qui commençait déjà à avoir de gros doutes sur la culpabilité de l'entraîneur. Le troisième épisode est réalisé par Jason Bateman et on retrouve immédiatement l'inspecteur Henderson qui est en repos forcé suite à cette fusillade bien traumatisante. L'épisode nous montre d'ailleurs sa consultation dans le cabinet du psy. La scène est plutôt bien rendue parce qu'elle débute juste dans le dos d'Henderson et on découvre le psy qu'à la fin de la discussion entre les deux. Henderson est enfermé dans son mensonge, il croit qu'il n'a pas été touché, mais on va rapidement se rendre compte que ça l'a touché bien plus qu'il ne le pensait. Le choc d'avoir tué quelqu'un d'abord, c'est logique, parce que même s'il était devenu fou, c'était quand même un gamin, et il fait une sorte de transfert avec son fils disparu. Mais c'est surtout les dernières déclarations de Maitland qui l'ont secoué. Il avait déjà quelques doutes quand on l'entendait parler avec le procureur, mais là, que Maitland maintienne sa version, même dans ces dernières secondes, c'est quand même assez choquant pour lui. D'habitude, les criminels, quand ils sont sur le point de mourir, essayent de se libérer l'esprit en avant leur crime, mais là, Maitland tient sa version coûte que coûte. En fait, je pense que c'est surtout la méthode qui a été employée qui gêne Henderson. Le fait d'aller interpeller cet entraîneur connu de toute la ville en plein match de baseball avec plus d'1 millier de spectateurs. Il se rend compte maintenant que c'était n'importe quoi. C'était comme s'il avait essayé de faire le boulot du juge avant même que l'enquête ait commencé. Au moins, ce qu'on peut dire de l'inspecteur Henderson, c'est qu'il n'est pas complètement buté, qu'il est capable de se remettre en cause. On le remarque d'ailleurs dans ce troisième épisode quand il se rend au domicile des Maitland pour reprendre contact avec Glory. C'est assez courageux de sa part à plusieurs niveaux. D'abord parce qu'il se pointe chez une veuve à peine quelques jours après que son mari se soit fait exécuter sur le trottoir à cause de ses méthodes discutables, mais aussi parce qu'il lui demande de l'aide alors qu'il était persuadé de ses conclusions jusqu'au bout. Donc on voit qu'Henderson se rapproche de Glory pour partager son enquête avec Alec Pelly et Howard Salomon qui s'occupaient de mener leur enquête de leur côté pour disculper Terry Maitland. On est d'accord que c'est cette décision précise qui relance véritablement le scénario et qui entraînera l'arrivée dans l'équipe de la très compétente Holly Gibney. Justement, je peux enfin parler du personnage de Holly Gibney. Je l'avais évoqué dans ma première vidéo, mais histoire de ne pas spoiler, je m'étais pas étalé. C'est une femme assez étrange qui vient directement de Mr. Mercedes, où elle aidait à la résolution de quelques énigmes. Parce que la dernière fois que j'ai accepté une offre par téléphone, j'ai découvert en ramenant une fille fugueuse à la maison que son père qui m'avait engagée avait une croix gammée tatouée sur le front. L'actrice qui interprète ce Rain Man des détectives privés est Cynthia Erivo, qui a récemment été nominée aux Oscars pour son rôle dans Harriet. Elle joue avec talent une femme torturée et presque dotée de super pouvoirs de connaissance absolue. Je peux vous dire quel jour tombera le 1er mai dans les 204 prochaines années plus vite que n'importe quel ordinateur au monde. Je peux regarder un gratte-ciel pendant 2 secondes depuis un véhicule en mouvement et vous dire à 10 cm près la taille qu'il fait. C'est d'elle que va venir l'aspect mythologique et paranormal de l'histoire, et c'est d'elle que viendront toutes les découvertes qui vont relancer l'enquête dans une direction inattendue.
Elle se rapproche clairement de Ralph Henderson, alors que leur première rencontre ne se passe pas vraiment de la meilleure façon. Mais on remarque qu'elle se rapproche surtout d'Andy, le responsable de la sécurité du centre commercial. En fait, c'est plutôt Andy qui a l'air de se rapprocher d'elle, mais elle est visiblement pas complètement fermée à en croire la suite. Avec ça, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, vous savez où me joindre, ok? On voit donc que c'est elle qui va élargir le champ de l'enquête en s'intéressant à des détails que les autres ont laissé passer. Sa méthode peut paraître assez étrange, mais en fait elle remonte la piste à contresens pour voir jusqu'où elle va pouvoir tomber. Elle creuse donc dans la vie de Terry, surtout sur cet épisode à la maison de retraite de son père. Elle s'aperçoit d'ailleurs d'un choc entre Terry et un aide-soignant de l'établissement. Au même moment, on découvre une nouvelle histoire d'un homme en prison avec un comportement assez troublant. On ne sait pas pourquoi il est là, ni qui il est, mais c'est grâce à elle qu'on va pouvoir faire le lien. Il s'agissait en fait de l'aide-soignant qui a heurté Terry Maitland au moment où tout a commencé à basculer dans sa vie. On se demande donc logiquement quel est le lien entre ces deux affaires, et surtout qui est cet homme et qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire. Il n'a rien à voir avec le gamin, il n'est même pas mis en cause dans l'affaire et visiblement il est déjà en prison. En tout cas, on découvre rapidement que lui aussi est accusé du meurtre d'un enfant quand le garde lui remet le courrier de menace. Holly commence donc à creuser un peu plus profondément dans l'histoire de cet homme qui s'appelle en fait Heath Hofstetter. On découvre donc qu'il est lui aussi accusé de meurtre d'un enfant et que lui aussi clame son innocence. Et en tirant un peu plus sur la corde, Holly découvre d'ailleurs que comme pour l'affaire du John Peterson, la mère de Hofstetter s'est suicidée. Elle reste donc dans sa logique et poursuit sur le même chemin en s'intéressant aux sources de cette même affaire. Elle apprend d'ailleurs qu'il y avait de l'ADN, de la salive et même des preuves physiques sur les scènes de crime qui ont fait plonger l'aide-soignant. Elle constate aussi que comme Maitland, Hofstetter n'avait jusque-là aucune histoire avec la police. C'est le thème principal qui se met en place dans la série et c'est surtout l'axe du 4e épisode. On découvre qu'un mal sournois se transmet entre tous ces criminels qui étaient jusque-là sans histoire. Et quand ils sont touchés, en plus de commettre des actes incompréhensibles, les conséquences sur leur famille ou sur les familles des victimes sont elles aussi dramatiques. On retrouve ce même thème avec l'arc de l'infection de Jack après son passage dans la grange pour récupérer les affaires liées au crime du petit Peterson. Il est attaqué par quelque chose et présente après coup des brûlures inquiétantes à la base de la nuque. Il a d'ailleurs l'air torturé par la douleur que lui provoquent ces brûlures jusqu'à le transformer et lui faire perdre toute personnalité. Donc Holly, en remontant sur l'affaire de Hofstetter, découvre qu'il y a encore un autre crime qui correspond quasiment à tout point et qui est survenu juste avant l'affaire de l'aide-soignant. Holly évoque très rapidement une théorie paranormale au restaurant avec l'inspecteur Henderson et le détective privé de la team Maitland. Elle parle immédiatement de doppelganger, un être qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une autre personne. À ce sujet d'ailleurs, il va y avoir deux notions qui vont qualifier ce personnage mystérieux, d'abord, et très inquiétant surtout. Le doppelganger d'abord, mais aussi le grief eater. Ça c'est le terme qui est utilisé en VO. Un homme ou une créature qui se nourrirait de la souffrance et du deuil des autres. Voilà pourquoi elle cherche à remonter sur toutes les affaires qui semblent liées entre elles. Elle découvre donc une certaine Maria Canales, qui aurait elle aussi été arrêtée pour le meurtre d'un enfant de 7 ans. Mais la grosse différence, c'est que Maria est toujours vivante et qu'elle se trouve à Rikers. Je vais pas tout vous résumer parce que vous avez certainement vu les 2 épisodes, mais cette piste l'amène jusqu'au moment de faiblesse de la série. Je vous avais dit dans ma première vidéo que la série était assez différente des livres. Pas vraiment au niveau de l'histoire parce que dans la globalité, tout colle à peu près. Mais le livre est construit d'une manière totalement différente. Il faut attendre la moitié du roman pour voir Maitland se faire assassiner et qu'une quelconque notion de paranormal soit même envisagée. L'arrivée d'Holly, l'homme aux sweats à capuche, les cauchemars de Jessa, les affaires liées, tout ça n'apparaît que bien plus tard dans l'idée de Stephen King. Pour tout vous dire, j'ai ma petite idée sur le sujet, et je pense que les producteurs ont dû adapter le scénario au casting. Si on met de côté Jason Bateman, qui est aussi producteur, la vraie star de la série est Cynthia Erivo. Il fallait donc certainement justifier son salaire et la faire apparaître bien plus tôt dans l'aventure. Le souci, c'est que ce que j'avais bien aimé dans le livre, cette longue partie d'enquête sur ce meurtre bien glauque, est totalement mise de côté par Bateman au profit d'une histoire paranormale avec une mythologie un peu faiblarde à mon goût. Donc je reviens à ma scène qui est un cran en dessous, je parle en fait de la discussion d'Holly avec cette femme à propos de cette créature qui a traversé les mythologies. Une sorte de croque-mitaine qui se nourrirait de la souffrance des autres. El cuco. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el cuco y te comerá. Deuxième détail qui peut poser problème et qui rebute déjà certains spectateurs, c'est le chaos dans la mise en scène des différents arcs scénaristiques.
On découvre Heath Hofstetter, l'aide-soignant, avant même que son affaire soit évoquée à l'écran. Les passages des meurtres des différentes familles en dégâts collatéraux ne sont pas assez compréhensibles et sont mal amenés à mon goût, et jusqu'à la discussion sur la mythologie du Griffiteur, rien n'est clair et rien n'est même implicite. On reçoit juste des informations hors contexte, sans aucune aide pour bien les comprendre, ou même juste pour s'attacher à ces nouveaux personnages. On comprend les choses un peu plus tard, mais avec la multiplication des séries disponibles, on zappe plus facilement qu'avant pour des raisons comme ça. Je voulais quand même revenir quelques instants sur la scène des révélations sur ce croque-mitaine, mais le fait qu'Holly tombe comme par hasard sur LA spécialiste de ce monstre, alors que c'est juste une pauvre vieille femme qui vit dans un appart pourri. On découvre d'ailleurs un tableau sur lequel notre détective privé passe de longs moments d'observation. Vous le connaissez déjà peut-être, vous l'avez même étudié au collège si ça se trouve, c'est un tableau de Goya qui s'intitule Saturne dévorant son fils. L'important ici, c'est pas la référence à la mythologie romaine, mais surtout au message qui était transmis par ce tableau. Quand Goya peint son chef-d'œuvre, il est déjà très malade et il vit un moment d'angoisse métaphysique sur la mort. Ce tableau était censé représenter la volonté impériale et agressive de Napoléon à l'époque, et Saturne sur le tableau est disproportionné par rapport à sa victime qui n'est pas vraiment un enfant d'ailleurs. Le corps est celui d'un homme à taille réduite dont la tête et le bras ont été dévorés. Il est donc dans la capacité de se défendre comme les victimes du Griffiteur qui sont prises au piège et qui ne peuvent qu'assister en victimes et criminels à leur chute au fond du trou. Mes attentes pour les 2 prochains épisodes, d'abord la relation Jessa Maitland et Jenny Anderson qui est déjà en train de se mettre en place, la femme de l'inspecteur risque de devenir la confidente de la petite fille. Et surtout, c'est par elle qu'une partie des informations importantes risque d'arriver. Ensuite, je suis impatient de voir le compte-rendu complet d'Holly de ses découvertes à la team Anderson qui risque d'être assez mouvementé. Je suis impatient de voir l'homme à la capuche se montrer un peu plus, histoire de voir s'il est vraiment flippant, et j'aimerais bien savoir ce qu'il en est du videur du club de striptease qui se fait griffer par Terry dans cet épisode. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, j'ai pris un peu de retard à cause de tous les changements et surtout parce que j'étais malade, mais on reprend le fil cette semaine et la prochaine vidéo sera ma critique de la partie 3 de Sabrina sur Netflix. On se retrouve bientôt pour l'analyse des épisodes 5 et 6 de The Outsider. Comme d'habitude, les choses simples, abonnement, un petit like et la cloche. Venez me rejoindre sur Twitter et sur Instagram. La fin change aussi en toute logique, passez de bons moments, partagez-moi vos séries favorites et je vous dis à très bientôt sur BeChill.